Dans l'équipage Jojo. Und eine letzte Zigarette. Ta-ti-ta-ta. Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, Joe Dassin. Bonjour Daniel. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Ben ça va bien. Ouais, on dit bonjour parce que normalement on se voit le soir, mais là c'est plein jour. On est en pleine matinée. Oui, le soleil brille à Montpellier, Oui. même en décembre. Oui. Alors, bienvenue à notre petit podcast qui s'appelle les 5 chansons de... 5 En chiffres, et chansons. au pluriel. Exactement. Vous nous trouvez sur les 5 chansons 5 En chiffres, et chansons au pluriel toujours. sur Instagram. Oui. Vous nous trouvez sur les5chansons.wordpress.com, c'est notre petit site gratuit. On met à disposition les MP3 de nos émissions. On en a déjà fait 11. Ok. 9 en saison 1, 2 en saison 2. Et ça, c'est notre 3e épisode de saison 2. Ouais. Instagram, on vous le conseille fortement parce que c'est là-bas où vous allez trouver les liens vers nos playlists. Sur la une, on a 3 playlists. Les 5 chansons de la saison 1, les 5 chansons par épisode de la saison 2 et la méga playlist sur laquelle on met à peu près tout. Ce dont on parle. Ce dont on parle et plus. Je vérifiais ce matin, on est déjà à 19 heures d'écoute sur la méga playlist des 5 chansons. Donc, si jamais vous avez un long voyage à faire pour Noël, le samedi avant Noël, parce que ça va être journée rouge, donc du coup, les 5 chansons en aléatoire dans la voiture sur Spotify. Et vous allez vous régaler. Pas à cause des bouchons, mais grâce à nous. Ça, faut même pas m'en parler. Bon. Donc cet épisode est consacré... Attention, j'ai préparé un indice parce que je vais te chanter sa chanson, une chanson très connue de ce monsieur. Je vais la chanter, pas vraiment chanter. Et pour cela, j'ai préparé quelque chose. Ça va être mon indice parce que vous allez tout de suite la reconnaître. Attends. Alors là... Weißt du noch, wie es war voriges Jahr im Septemberwind? Nie war ich so glücklich wie an diesem Morgen am Strand. Es war Herbst und hier im alten Indianerland nennt man das Indiens Sommer. Und du mit deiner sonnenbraunen Haut in deinem weißen Kleid sahst aus wie ein Aquarell von Marie Laurencin. Ja. Liebe mich, wie damals im Septemberwind. Was machst du? Warte nicht und komm, solange die schönen Tage noch sind. Was machst du jetzt? Bleibe hier, mit mir ein ganzes Leben lang. Warum? Im Septemberwind hier am Strand. Voilà, vous avez reconnu, c'est The Ramones. Non. Attends, je vais m'arrêter. Ouais. Leonard Cohen et les Chipmunks, c'était ta réaction numéro 1 à ma chorale? Ah oui, j'ai vraiment l'impression que c'était ça. C'était Donc, les Chipmunks. On parle aujourd'hui de Joe Dassin. le français de cœur avec un passeport américain, Joe Dassin. Oui. C'était le cas que on en a parlé dans notre épisode sur les Kings. The Kings, où on a découvert un petit côté variété. Ouais. Et d'un coup, Maxime s'est mis à avouer qu'il aime bien Joe Dassin, et ma réponse était « Moi aussi ». Ouais. Et du coup, on a décidé, avec le cœur léger et sans réfléchir,
qu'on va s'occuper. On va s'occuper de On va Jonathan. s'occuper de Jodassin et donc cet homme à la voix reconnaissable avec son baryton qu'on aime bien. Après, faut quand même dire, peut-être, je sais pas comment tu as partagé cette préparation. Normalement, quand on prépare un podcast, on va beaucoup en profondeur dans la discographie. C'est très bien quand on fait Nina Simone, c'est très bien quand on fait Prince, The Kings, etc. C'est un peu moins facile quand même pour la variété française de l'écouter pour les heures. Je crois que ça a ses limites. Oui. D'écouter Jodassin en boucle. Oui, parce en que voilà. 2023. Mais, ceci dit, il est toujours quand même dans l'époque, en fait. Là, en fait, un de ses morceaux les plus écoutés, c'est Dans les yeux d'Émilie, à cause des rugbyman, là. Oui, et qui les en fêtes ont des refait villages. un hymne. Ouais. J'avoue que c'était pas ma préférée. Elle est pas dans notre top 5. Non. Mais voilà, oui. Alors toi, tu connais Jodassin depuis quand? Je connais Jodassin. Je peux pas te dire exactement que je le connaissais. Déjà, il faut dire une chose, n'importe quelle émission à la télé en Allemagne, dès qu'ils ont fait un reportage à Paris, ils sont allés Aux Champs-Élysées. aux Champs-Élysées avec la chanson en arrière-fond. Aux Champs-Élysées. Oui. Donc d'ailleurs, on va en parler plus tard, je pensais toujours que c'est un O exclamatif. Ah oui. Genre O Sole Mio, un truc Oui, comme ça. oui. Mais en fait, c'est aux Champs-Élysées, c'est la préposition au pluriel. Voilà. Oui. On est aux Champs-Élysées. Donc, cette chanson, elle m'était connue. Et ma femme, elle habitait dans un appart à Berlin en 2005 qu'elle a sous-loué d'une francophile qui avait des disques. Et à un moment, on s'est mis à écouter un disque du type compilation Jodassin que j'écoutais un peu en boucle, que je copiais. Et j'écoutais un peu et je vais accrocher à certaines chansons. Et j'aime bien sa voix, déjà. Oui. Une belle voix, déjà. Hein, donc, Moi, j'ai découvert vraiment sa voix avec des morceaux que je connaissais pas du tout, en particulier quand il chante en anglais. Ou en allemand. Ou en allemand. Et vraiment, oui, il y a des morceaux dans lesquels, en fait, sa voix est enregistrée de beaucoup plus proche, de façon plus intime. Et vraiment, ça nous donne, comment dire, un aperçu de ce qu'aurait pu être sa carrière. Bon, on va en parler. Oui, non, mais je comprends tout de suite ce que tu veux dire, parce que voilà, il y a plusieurs types de Jodassin. Ouais. Dont j'ai un type de chansons Jodassin qui sont mes favoris. Ouais. Alors qu'il y a d'autres types qui le sont moins. Hein, ça va peut-être parler un peu de l'authenticité de la chose à certains moments. Mais moi, je l'aime bien. Par contre, ce que je savais pas forcément que il a enregistré plusieurs chansons en allemand dont j'étais pas conscient, mais à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait. Il y a tout un album. Il y avait même plusieurs albums, mais maintenant on n'en trouve qu'un qui s'appelle Seine größten Erfolg, ses plus grands succès. Parce qu'avec les albums, à la fois en France et en Allemagne, on a parfois renommé des choses ou on a changé le titre selon les plus grands hits. Il y a quand même un gros aspect commercial. Mais quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, c'était des artistes d'autres pays qui ont enregistré après dans plusieurs pays de l'Europe. Moi, je pensais par exemple que Nana Mouskouri, elle habite en Allemagne parce que je la voyais toujours à la télé allemande en chantant français. Donc du coup, non, Nana Mouskouri a fait le tour de l'Europe et elle a chanté dans chaque pays, dans la langue. Ils ont vendu des disques dans les langues de pays. On l'avait dit à propos de France Gall, qui a été même carrément pendant toute une période sans vraiment grand succès en France, en fait, tout de suite après les Yéyés. Et elle avait vraiment développé une carrière en Allemagne, en chantant en allemand, à tel point qu'elle était une espèce de petite fiancée de l'Allemagne. J'ai aussi, quelqu'un m'a donné il y a quelques années, 2 vinyles. Un vinyle, c'était plusieurs artistes français en allemand, par exemple la ballade des gens heureux en allemand, et aussi un disque complet d'Aznavour en allemand. Bon, je dois dire, je ne le mets pas souvent, mais tout le disque, c'est un 33 en allemand. Donc comme Jodassin, c'était quelque chose que se faisait à l'époque, qu'ils ont très souvent phonétiquement
a appris à chanter des chansons. Ah oui, en fait, il cherchait à percer à l'international, et donc souvent, évidemment en Espagne, en Italie, en Allemagne, et jusqu'au Japon, en fait, la variété française est vraiment à la cote là-bas. Et donc, on peut entendre des versions de Claude François chanter en japonais. Ce que je ne souhaite à personne, mais voilà. Écoute, chacun ses goûts. Après, j'ai lu aussi que, par exemple, Si tu n'existais pas, dont on va parler à un moment, était un méga succès en Russie, par exemple. Hein. C'est le même pays où il y a encore des concerts de Modern Talking, You My Heart, You My Soul, donc ils ont un goût pour bon, on va pas généraliser des gens, mais ce côté très kitsch de... Mais voilà, c'est pas pour rien. Donc ça a vraiment fait le tour d'Europe, parfois chanter en français, parfois chanter même dans les langues du pays. Hein. Bon, en fait, je me suis posé la question de savoir, évidemment, je le connais comme toi de la télé. Et moi, vraiment... de la télé, pour être honnête. Mais ouais, moi, en fait, j'ai grandi avec une télé dans les années 70. Et tu te souviens d'avoir vu Jodassin aux écrans, à l'écran ? Oui, en fait, on le voit. Il y avait beaucoup d'émissions de variété. Il y avait même quasiment que ça. Le soir à la télé ou des films. Mais beaucoup d'émissions de musique. Oui. Et donc, il y avait les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, dans lesquelles les artistes venaient, se déguisaient volontiers, interprétaient des espèces de mini-sketchs en réinterprétant leurs chansons. Donc, on voyait, par exemple, Sylvie Vartan et Carlos Carlos, il a dû commencer là-dedans, en fait, en interprétant des petits rôles dans les chansons des autres. Et après, ils ont développé sa propre carrière. Est-ce que tu te rappelles d'une chanson de Jodassin que tu as aimée en tant qu'enfant, que tu as retenue ou dont tu te rappelles de particulièrement avoir accroché ? Non. Enfin, si, en fait, on entendait surtout ces morceaux un peu à la Henri Salvador, les morceaux un peu comiques, un peu légers, comme les Dalton. Oui. Les Dalton, le Petit Pain au chocolat. Oui. Ouais, je sais que mon grand-père aimait bien la chanter. Ouais. Et voilà. Mais c'était assez vague. Hein. Nous, on l'écoutait pas à la maison. Et moi, je l'ai redécouvert vraiment avec une compilation en 93 qui était faite par plein de musiciens de la nouvelle scène indépendante. C'est des reprises. Les nouveaux chanteurs... Oui, de la première vague de nouvelles chansons françaises. Ça fait qui, par exemple ? Parce que je connais pas bien. Donc, dans la compilation, en fait, t'as pas mal de groupes qui sont pas forcément restés, comme Chelsea. Mais t'as des gens comme Jean-Louis Murat, t'as Pascal Comlade, qui fait une reprise instrumentale de l'été indien. Il y a déjà Philippe Catherine. Et puis, c'est le seul que je connais dans ta liste, mais je suis pas socialisé français. Hein. Et puis Daniel Dark, ex-Taxi Girl. Et puis un autre musicien qui s'appelle Dominique Dalcan. Mais c'est une compile donc qui m'a fait reconsidérer ce côté variété et un peu comique de Jodassin en redécouvrant plus les paroles. D'accord. J'ai trouvé 3 catégories de Jodassin. Peut-être tu es d'accord avec moi ou tu peux en ajouter. Moi, je dis, il y a un Jodassin un peu mélancolique qui reste près de l'original de souvent des chansons aussi mélancoliques. Oui. Après, il y a un Jodassin guimauve. Et il y a un donc kitsch, amour à fond. Et il y a un Jodassin comique. Hein, c'est un peu les 3 catégories que moi je pu repérer. Hein, c'est ça, dans son œuvre à peu près. Guimauve au sens où... Ouais, 3 couches d'amour, je veux dire. Ouais, moi pour moi, il commence comme
par le côté américain, je pense qu'il, comme il a fait ses études aux États-Unis début des années 60, là, et qu'il est né, il était américain. Et qu'il approche la scène folk américaine, Pete Seeger, même Bob Dylan. Alors je sais pas à quel point, mais bon. Il fréquente les mêmes cafés à Greenwich. Et donc, je pense qu'il tente de percer un petit peu. Enfin, non, il tente pas de percer. Il enregistre en fait par hasard une chanson folk sur disque. Je change un peu de vent. Oui, c'est ça. Freight Train. Ouais. Et donc, ça tape dans les oreilles d'un gars de la maison de disques. CBS. Ouais. Qui cherche justement à produire ses premiers artistes sur le côté francophone, en fait. Ouais. Donc, ils se disent, celui-là, ça nous intéresse. Je crois qu'il a toujours enregistré avec CBS, d'ailleurs. Et donc, son premier album, il est... Joe Dassin à New York. Oui. Il est très axé là-dessus, sur la reprise de traditionnel. Ouais. Peut-être on fait juste 2-3 notes de biographique, parce que tu es déjà en plein dedans. Donc, il est né Joseph Ira Dassin le 5 novembre 1938 à New York. Il a donc grandi à New York et à Los Angeles. Fils du célèbre réalisateur Jules Dassin, et la maman, c'était Béatrice Lohner, une violoniste. Et petit-fils d'un Samuel Dassin, qui est un immigré d'Odessa en Ukraine. Et donc le mot Odessa, mal compris à la douane, à l'immigration new-yorkaise, a donné le nom Joe Dassin. Oui. Non pas Joe, Samuel Dassin. Donc ils ne se sont pas compris, et du coup l'origine Odessa est devenue son nom Dassin, phonétiquement. Donc le papa a été blacklisté dans l'ère McCarthy dans les années 50, il fallait donc retourner en France. Oui. Mais Joe Dassin est retourné plus tard pour faire des études d'anthropologie à Michigan. Il a d'ailleurs fait son master, son travail de... Comment on appelle ça, mémoire. Oui, sur les Hopis, des Amérindiens. Oui, des études d'anthropologie, d'ethnologie. Et après, il est retourné en France en 1963. Il a écrit des nouvelles. Donc, en fait, il voulait être écrivain. Tout au début, il a écrit pour les magazines du style New Yorker, Playboy. Et après, il y avait ce que tu as déjà dit, le disque Freight Train, qui était presque plutôt un plaisir privé, qui a dû être un cadeau. Oui, c'était pour... en fait... Je crois que c'était même pour sa copine à l'époque, que c'est lui qui le reçoit en cadeau. Oui, c'était ça. En disque. Ouais. Et après, voilà, ils ont dit, ce gars nous intéresse. Après, des petits succès, Bip Bip, Guantanamera et les Dalton. Oui. Le premier grand succès, Champs-Élysées, l'Amérique, des concerts à l'Olympia. Ouais, je pense qu'il assume peut-être tellement pas déjà d'avoir à mettre un pied dans ce répertoire un peu comique qu'il oblige son producteur en fait à faire la voix du narrateur qui introduit la chanson. Oui. Donc voilà, mais après c'est pas grave. Non. Bon, et après, comment c'est tout, il a eu un infarctus, il est mort à Papeete dans la Polynésie française en août 1980. Oui. Il a fait un infarctus sur scène jusqu'avant à Cannes. Ouais. Et il voulait se reposer à Papeete. Et ben voilà, Je crois qu'il a un premier accident cardiaque des 69, quelque chose comme ça. Donc, toujours eu un problème, oui. Et il était donc inhumé à Hollywood. Il est donc inhumé à Hollywood, Hollywood à Los Angeles, Cemetery à Los Angeles. Une cimetière très célèbre parce qu'on y trouve beaucoup de personnalités de Hollywood. Donc on trouve aussi Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks et Toto, le chien du film Le Magicien d'Oz. Ça, c'est du Hollywood. Eh oui. Ouais. Mais dans le carré juif, donc puisque des émigrés. Oui, c'est cela. Ouais. Ok. Bon, et il a donc beaucoup emprunté des chansons. En fait, il a pas écrit ces chansons principalement. Il a repris les chansons souvent d'origine étrangère. Au début, plutôt le folk américain. Et parfois, ils ont changé le thème entièrement. Et parfois pas du tout. Donc, le change un peu de vent. C'est Freight Train. C'était aussi interprété par Joan Baez, par exemple. Là, il reste dans la métaphore d'un train et de changer l'endroit. Mais parfois aussi, les chansons étaient complètement changées. Et juste pour revenir
notre partie, moi et l'artiste, Salut les amoureux, qui est donc une chanson d'amour en France, est un country classique qui s'appelle City of New Orleans, qui moi je connaissais de Johnny Cash, mais qui est d'origine de Steve Goodman et qui était interprété par Arlo Guthrie, le fils de Woody, je pense, et qui était en allemand. La chanson Wann wird's mal wieder richtig Sommer, une chanson sur la météo. Donc interprété par un chanteur Quel temps allemand, demain en fait il était hollando-allemand, Rudi Carrell, qui a chanté Quand enfin va-t-on avoir un vrai été, ou quand est-ce qu'il y a le vrai été qui revient. Donc l'amour chez Joe, le train chez Johnny Cash et la météo dans la version allemande. Donc on a parfois fait des choses comme ça plaît. Hein. C'est ce que j'ai. En fait, quand on fait nos choix de chansons, on essaye quand même de trouver des compositions originales. C'était pas le cas, c'était difficile à trouver pour Nina Simone, et pour Joe Dassin encore plus en fait, parce que c'est beaucoup des adaptations. Oui. Et beaucoup des adaptations faites par un compositeur, un parolier. Dont on va parler, hein, mais après, j'ai par exemple, principalement, à travers de la préparation, j'ai par exemple découvert des artistes originaux, dont certains je trouve très intéressants. On va peut-être parler d'une certaine Bobby Gentry, que je trouve une surprise pour moi, une découverte pour moi de la voir en fait écouter. Donc la partie intéressante, si on fait un podcast sur Joe Dassin, c'est aussi écouter les originaux. Écouter les originaux, partir dans d'autres directions, parce qu'en fait on a une espèce de culture spiralaire qui fait qu'on part d'un artiste et puis qu'on va aller voir de qui il s'est nourri, qui est-ce qu'il a écouté, qu'est-ce qu'il a lu. Et enfin moi ma culture elle s'est construite comme ça. Et ça m'a amené à des découvertes, inattendues. Et pour cet épisode-là, effectivement, je pensais pas aller dans des directions en particulier. Mais bon, on va en reparler. C'est à propos d'une chanson. Je voulais quand même dire, mais on m'a parlé des 5 chansons vite que même si Joe Dassin n'était pas quelqu'un de mon enfance, le principe de cette musique est quelque chose que je retrouve dans mon enfance dans ce qu'on appelle le Schlager allemand. Le Schlager, ça veut dire taper, ça vient du mot anglais hit, donc quand tu as un hit. Donc, on a eu exactement le même principe de chansons, des adaptations des chansons américaines folk. C'est... jusqu'à aujourd'hui, parfois quand je suis dans la région de mes parents, il y a une radio qui joue ces vieux trucs des années 60-70. Et c'est souvent des interprétations des chansons américaines qui sont entièrement changées. Et le principe qu'à la télé, ils tapaient toujours les mains 4 fois, tu sais, la ta 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 ta. Alors le rock'n'roll nous a appris de taper sur 2 et 4. Oui. Voilà, à la télé, c'était, je pense en France, si j'ai vu des émissions là à la télé, TF1, c'était pareil, tu sais, le tap tap tap. C'est la musique de participation aussi. Oui, et en plus vous aviez les bases des soldats américains en Allemagne. On en avait quelques-unes aussi en France, qui ont un peu propagé au début des années 60 cette culture de la musique américaine. Joe Dassin, il a un gros côté de son travail, c'était amour, liberté et voyage. Donc il y avait aussi le côté exotique qui était transporté par ses chansons. Et ce côté exotique, en Allemagne, dans cette époque, ils ont fait par 2 trucs. Ils ont fait chanter les étrangers à la télé en allemand, c'est-à-dire certains anciens alliés comme Bill Ramsey ou Gus Backus, qui étaient des GI américains, qui sont restés pour faire une carrière dans le Schlager. Ouais. Mais aussi, ils ont donné des noms américains aux chanteurs allemands. Ouais. Et je te donne 2 exemples. Le célèbre chanteur Rex Gildo, qui a plutôt un latino, s'appelle Ludwig Franz Hirterreiter. Il s'est suicidé d'ailleurs, il n'était pas très content avec sa vie. Roy Black, qui a chanté des schlagers, était Gerhard Höllerich. C'était un malheureux alcoolique, mort d'un arrêt cardiaque d'ailleurs. Tony Marshall était Herbert Anton Hilger. Donc on a donné des noms américains ou latinos aux chanteurs, parce qu'en fait, l'authenticité ne jouait aucun rôle. Tout était permis à cette époque-là. On a notre lot. Enfin, je veux dire, je pense que
Johnny Hallyday, quand il... Oui. Qui est belge, alors. Alors, je sais pas, hein, c'est le mythe, mais bon, il y a le mythe des origines américaines de Johnny Hallyday, quoi. Ouais. On a Dick Rivers, donc tu vois, c'est des surnoms, des pseudos qui, une fois traduits, bon, voilà, c'est... Mais c'est aussi, voilà, c'est l'authenticité, c'est vraiment parfois un grand problème. Et aussi, bon, à cette époque, moi j'ai écouté une interview avec Joe Dassin, qui a dû faire 71, un truc comme ça, et là il dit, bon, moi je suis français de cœur avec un passeport américain, alors que il est enterré aux États-Unis, il est né aux États-Unis, donc je crois à cette époque-là, lui-même, il a peut-être même baissé un peu ce côté américain, mais il a bien sûr joué avec l'exotisme aussi de son origine américaine, hein. Ça a apporté quelque chose. Ouais, je pense, enfin je sais pas si c'est dans la même interview, mais je sais qu'il est en France et il est bien en France au niveau du milieu culturel, de la façon de vivre, dans laquelle il se retrouve pas aux États-Unis en fait. Et ça, il l'explicite. Donc les années 60. Oui. Alors, on va parler de nos 5 chansons. Ouais. Comme d'habitude, Maxime m'a soumis 2 chansons. J'ai soumis 2 chansons à Maxime. Et on commence toujours avec le numéro 1 sur Spotify. Ouais. Donc, les Champs-Élysées. La première chanson, la plus écoutée, la plus populaire en tous les cas en ce moment. La plus populaire, la numéro 1 de Les Spotify. Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. 3e album studio qui s'appelait à l'époque Le Chemin de Papa. Ah oui. Mais depuis la réédition en CD 1995, je dirais, l'album s'appelle aussi Les Champs-Élysées. C'est ce que je veux dire. Vu que Les Champs-Élysées était le plus grand succès, ils ont changé le nom de l'album aussi en Les Champs-Élysées. Oui. Hein. Mais c'était au début le Chemin de Papa. Sorti... En août 69. Exactement, 69. Année érotique, on connaît. Et ce titre était aussi chanté en anglais, italien, allemand et japonais. Je n'ai pas écouté en japonais, je l'ai écouté en allemand. Non et plus, c'est une adaptation française avec le parolier français Pierre Delanoë, qui était avec... L'autre s'appelle, je crois, Claude Demesle, ou je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui. Il a fait d'autres, on en parlera plus tard, mais il avait ses paroliers phares qui ont écrit pour lui. Donc là, c'était Pierre Delanoë. La chanson Waterloo Road du groupe anglais Jason Crest. Oui. Par contre, j'ai écouté cette version. Oui. Et en fait, je pense que je suis trop habitué à cette version de Joe Dassin. Et t'as rien apporté? Non. Non. À part que ça me paraît rimé de façon très très maladroite en fait en anglais. Donc je pense que l'adaptation pour le coup est bienvenue. Oui. Ensuite, alors... Elle reste quand même assez proche à la version au niveau du thème. Elle reste assez proche à la version anglaise, qui chante donc de Waterloo Road. Il y a une différence qu'on peut peut-être souligner, que le chanteur de Waterloo Road, Joe Dassin, c'est quand même lui le boss avec des filles. D'abord, il apprivoise la fille. Hein. Oui. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'écrirait comme ça. Si, toujours. Mais il faut toujours les apprivoiser, les filles. Voilà, donc c'est quand même mieux. Et quand même, c'est lui, il est plus à l'initiative, alors que dans la version anglaise, le mec se fait emporter par la fille pour voir des gens jouer la guitare dans un sous-sol. Ouais. Ça se passe toujours dans une cave de toute façon. Oui. Mais le jour après, l'anglais se balade seul sur Waterloo Road, alors que Joe Dassin se balade quand même avec la fille. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est Joe Dassin quand même. S'il passe la soirée avec une fille, le jour après, il se balade avec elle sur les Champs-Élysées. En fait, on a tout dit sur cette chanson ou... Non, je sais pas. Non, en fait, on les fait... D'habitude, on annonce les chansons et ensuite, on y revient pour en parler. Mais on en parle. Ah non, c'est vrai. Oui. Mais oui. Bon, alors, on va faire cette chanson-là. On va faire cette chanson-là. Excuse-moi, oui. Tu voulais annoncer. Bon, allez, on va aller vite les annoncer. Non, c'est vrai que c'est une chanson assez légère. Les Champs-Élysées, toi, tu m'as soumis. Allez, on le dit vite. Toi, tu m'as soumis. Alors, et si tu n'existais pas?
évidemment. Et la Attends, chanson... excuse-moi, j'avais une petite remontée acide là. Ok. Ah ouais. Bon. Et tu m'as soumis... La chanson Marie-Jeanne. Très heureusement. Et Voilà. moi, j'étais soumis... J'étais soumis les plus belles années de ma vie et la chanson dans la brume du matin. Allez, retournons aux Champs-Élysées. Exactement. Une chanson assez légère, un morceau qui est dans cette veine des morceaux pop des années 60 avec ce côté rétro, jazzy, là, un peu jazz. Rétro ragtime. Ouais, c'est ça, Nouvelle-Orléans. Avec des cuivres, un saxophone soprano qu'ils ont gardé pour faire des... Un tuba, je dirais, non? Et une trompette? Saxophone. Ok, monsieur. Saxophone soprano. Je pensais que c'était une clarinette, mais non, en fait, c'est ce timbre bien haut du soprano. Ah, c'est le... Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas une clarinette, je pensais, mais... Et donc, en fait, voilà, il y a cette batterie... Non, mais je veux dire... Non, mais il y a une interaction avec un tuba, je dirais. Je dis pas que Ah oui. que ce son aigu, Oui. c'est peut-être une clarinette ou un saxophone. Tuba, trombone. Oui, un truc un peu plus grave. Ouais, Bon. de ces orchestres de la Nouvelle-Orléans là qui se baladent dans les rues. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question parce que je me souviens plus. Est-ce que c'était pas que dans notre épisode Stones, on a parlé de la chanson Something Happened to Me Yesterday? Oui, si. Qui t'a mené à parler des Kings. Et du coup, on a fait l'épisode Kings. Oui. Donc, parce que cette orchestration, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça. Something Happened to Me Yesterday. Après, on a parlé des Kings. Ouais. Et grâce aux Kings, on parle de Joe Dassin. Exactement. Donc, il y a un enchaînement grâce à ce style de musique. Vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Et donc, c'est ce type de morceau. Alors, je pense que c'est un thème qui est creusé un petit peu par les Beatles, en fait, ce côté de reprendre ces chansons des années 30-40, ces vieux succès populaires d'avant-guerre ou de pendant la guerre, en fait. Variété, vaudeville. Auquel on revient pour avoir ce côté un petit peu désuet, évoquer un univers comme ça qui est parti, qu'on regarde un petit peu avec nostalgie. Voilà. Parfois un peu pseudo-ironique, mais pas vraiment. Ouais. Mais je pense à la chanson When I'm 64 ou, voilà, oui. Ou même Penny Lane. Penny Lane, oui, voilà. bien sûr, je voulais dire donc, ça. bon, ça c'est encore très anglais. Et donc, en France, donc on est à l'été 69, on est après 1968. Donc les yéyés sont déjà un petit peu loin. Mais les hippies, c'est encore des fous qui jouent dans la cave. Ouais, on est déjà dans cette nouvelle période. Ouais. Mais avec distance pour la variété française encore. Parce que voilà, on est allé voir des fous dans la cave jouer la guitare. C'est intéressant et on passe une belle nuit, mais on les met pas en lumière non plus. Ouais, moi je les vois comme des beatniks. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Ce que le terme beatnik englobe à l'époque en France et pas du tout la réalité de la Beat Generation. Hein. C'est vraiment les beatniks comme proto-hippie. Voilà, oh là là. Ouais. Dans l'original, ils ont mis des rues de bruit aussi, mais Joe Dassin, il nous épargne ça. Des bruits de rue. Pardon. Oui. Ce qui est bien des fois d'avoir des bruits de circulation comme dans Bip Bip, avoir des klaxons, avoir des voitures qui freinent. Enfin, tout est dans la dose. Ouais, ça crée une ambiance. Oui. Mais donc là, il n'y en a pas. Et par contre, tu voulais nous parler de quelque chose à propos de cette chanson par rapport à l'origine de cette mélodie? Non, mais je voulais dire que, bien évidemment, on a pensé à la musique baroque allemande du XVIIe siècle. Non, pas du tout. Moi, j'y ai pas pensé. Mais non plus. Je suis tombé sur un article un peu plus sophistiqué sur cette chanson, dont je me souviens malheureusement plus de la source, qui a dit que la ligne rythmique ou des accords de cette chanson est le canon de Pachelbel. Pachelbel, exactement. Donc, Johann Pachelbel. 3 accords. Le canon en ré. Bien. Pachelbel. Le canon en ré. Quand tu m'as dit parler de baroque, tu as fait la recherche, je vois ça. Qui fait la. Troisième accord. La. Voilà, ça fait beaucoup plus lentement. Ouais. Et ça fait aussi
Et je le fais juste pour ça, parce que dans cette saison, le but, c'est dans chaque épisode, je laisse tomber le mot Bach. Ouais. Voilà, qui fait aussi penser à la musique baroque de Bach. Mais là, c'était Johann Pachelbel. Oui. Dans ce thème du canon de Pachelbel, on peut retrouver les Champs-Élysées, effectivement. Mais donc, c'est ce qui peut expliquer, en fait, le succès de cette mélodie, son côté immédiatement... reconnaissable. Ouais, et auquel on adhère de façon naturelle, parce que, évidemment, la musique baroque, c'est la musique qui vient de là, qui vient du cœur. De toute façon, on peut dire ça sur beaucoup de chansons de Jodassin. On peut prendre sa distance ou pas. Très souvent, on se retrouve à la siffler quand même, la chanson. Parce que je me suis dessiné dans mes notes une petite bouche qui fait... Parce que, bon, Les Champs-Élysées, c'est pas ma chanson préférée de Jodassin. Peut-être parce qu'elle est surjouée éventuellement. Mais quand je pris mes notes, je l'ai écoutée plusieurs fois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je sors de la maison et je commence à la siffler. Donc, ça a un côté, et c'est beaucoup pour les chansons de ce type-là, qu'ils ont une certaine simplicité, une accessibilité. Et moi, j'ai rapidement sifflé cette chanson, juste parce que des 30 minutes avant, je l'ai écoutée plusieurs fois, en français et en anglais. Moi, en fait, j'ai redécouvert en fait aussi le parolier là, Pierre Delanoë, parce que moi, ce qui me choque, c'est que Jodassin, en fait, il a vraiment des paroles qui coulent comme une rivière. En fait, ça coule de source. Il y a aucun vers, aucune parole qui paraissent, je sais pas, un peu travaillées. Tu vois, il chante comme il pourrait parler, quoi. C'est aussi simple, aussi naturel. Oui. Et c'est en rythme, enfin, je veux dire, c'est limpide. Ce dit Pierre Delanoë, il a écrit plus de 5000 chansons et poèmes. Oui. Donc, pour avoir un débit de ce genre-là, il faut écrire vite. Il est responsable de Nathalie de Bécaud, La Ballade des gens heureux, et d'autres qui sont peut-être plus connus à toi qu'à moi, mais quand même, la variété française et Pierre Delanoë, ça va main en main. Hein. C'est vraiment un type de chanson, des paroles typiquement de cette époque. Hein. Ouais. Qui sont, comme tu dis, dans l'époque, qui savent l'attraper, sans aller traîner du côté d'une espèce de côté intellectuel ou tout ça, vraiment en restant proche des gens, populaire. C'est une musique populaire, voilà. C'est ça. C'est aussi fête de village. Parce que je crois que cette musique aussi, elle fonctionne de Jodassin, elle fonctionne pas forcément toujours seule. Je vous le dire, j'étais à Arles pour la feria de Riz, c'est septembre, et j'arrive sur la place du Forum. Donc il y avait le Forum romain à l'époque. Donc c'est une grande place à Arles. Et d'un coup, c'était avant minuit, il y a toujours la fête sur cette place. Et d'un coup, ils ont mis les yeux d'Émilie. Mais tu as eu une place avec 3000 personnes qui ont chanté ça avec les bras dans l'air, hein, soutenus par la sangria et la bière, etc. Mais je veux dire que il y a un côté participatif dans cette musique. Et ça commence à la télé où ils tapent tous dans les mains sur le 1, 2, 3, 4. Hein, et c'est populaire. En allemand, on dit Mitmachmusik, mitklatschen, mitschunkeln, mitsingen. Ouais. Mit, c'est toujours participer. Ouais. Donc on chante avec, on tape les mains avec, et voilà, c'est une expérience collective. Oui. Hein. Puis il fait partie de ces artistes, en fait, aussi qui passaient leur vie en gala. En fait, on appelait ça des galas et pas des concerts. Oui. Donc ils faisaient la France entière, mais quand je dis la France entière, ils allaient vraiment dans le moindre village, en fait. Je pense qu'ils faisaient des galas dans des villes de moins de 5000 habitants, quoi. Oui, ça se fait souvent en été dans les stations balnéaires aussi. Ceux qui font des tours. Et donc, ça explique aussi cette reconnaissance du public, cette adhésion, parce que peut-être que pour une génération, Jodassin, voilà, ils l'ont approché de près. Et même en plus, je veux dire... Oui, tu parlais de siffler les Champs-Élysées, c'est des chansons qu'on va tout de suite retenir.
Et chanter ensemble. Et chanter dans les rues le matin, voilà. avec une dose d'alcool dans les veines. Ça, en se baladant sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Même si c'est pas les Champs-Élysées. Quand tu as envie de dire bonjour à n'importe qui. Ça m'arrive. N'importe qui. Ce fut toi? Oui. Et moi, je l'utilise très souvent pour apprivoiser les femmes. D'accord. Non, mademoiselle. Je le cite dans un concert. Non, mademoiselle, ce n'est pas une petite quêta, ça s'appelle un bonjour. Tu sais, j'ai entendu ça. À l'époque, les femmes étaient encore toutes un peu bêtes. Oui, Comment il fallait leur expliquer que c'est un bonjour. Je cite le concert à l'Olympia, mais je dis ça avec... C'était une autre époque aussi. Ouais, dans Salut les amoureux, il dit, il appelle la fille petite aussi. Ouais. Oui, j'ai aussi entendu des chansons, c'était la poupée. Ouais, on est dans la tradition de Ronsard, c'est mignonne. Écoute, on est dans une... Je crois une des premières notes que je me suis fait pour Jodassin, c'était les années d'insouciance. Tu pouvais faire des accents, tu pouvais prendre n'importe quelle origine, n'importe quelle culture et la transformer en ta chanson. Tu pourrais être latino dans une chanson et cowboy dans une autre chanson et traiter des filles et des poupées dans une autre. Bon, tout est une question de contexte. Hein. Mais attention, Jodassin, en fait, dans ses chansons, c'est aussi peut-être pour ça qu'il passe les époques, c'est qu'il n'est pas du tout dans la masculinité. Il est pas viriliste. Il a déjà intégré des codes dans les années 70 d'hommes qui composent avec les femmes. Oui. Non, mais après, je dis ça parce qu'il y a quand même une façon d'écrire des chansons il y a 50 ans qui ne se ferait plus. C'est pour ça que je dis tout est une question de contexte. Hein. À l'époque, on pourrait faire des choses qu'on ne fait plus. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une méchanceté nécessairement derrière. Juste une façon de faire. Hein. Même si c'est un séducteur, qu'il a cette réputation d'homme à femme, en fait, ça reste pas du tout dans ses chansons comme quelque chose d'affirmé ou qui pourrait ne plus passer aujourd'hui, quoi. Oui. Il y a... C'est pas que lui. Hein. Il y a eu des cas, il y a des choses qui sont beaucoup plus dérangeantes aujourd'hui que Jodassin. Jodassin, ça passe encore. Hein. Oui. Bon, il y a un code de langage de l'époque, mais je veux dire... Peut-être c'est pour ça que... il y a ce côté variété guimauve qui est pas du rock, donc on va moins peut-être essayer de choquer, peut-être plus chercher une espèce de... Il y a un espèce de mélange entre la personne publique et la publique privée qui se fait dans cette musique-là, qui se fait pas dans dans d'autres... parce que chez Jodassin, il chante n'importe quelle histoire. On va en parler peut-être pour une autre chanson. Où tu pourrais croire au début, c'est biographique. Et non, mais pas du tout. Mais vu que il se présente aussi comme un... Tu sais, c'est pas pour rien qu'il porte un costume blanc. C'est comme un écran, tu peux te projeter. Donc, il te donne un personnage un peu fictif. Donc, il dans les interviews avec sa femme à côté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un mélange entre le personnage incarné en public et le personnage privé. Et d'un coup, tu as parfois l'impression qu'il y a un truc qui te dérange un peu. Et je crois que c'est le pathos un peu qui tu vois ce que je veux dire? Il y a il y a une sorte de pathos qui est un peu dérangeant parfois. Mais c'est lié à... C'est bizarre parce que on écoute la musique, on dit mais qu'est-ce que cette histoire? C'est pas lui quand même. Alors que Mick Jagger non plus, il n'est pas le diable, il n'était pas un général dans le Blitzkrieg, il n'est pas né dans dans un ouragan de feu. Voilà, et là on dit rien, mais il y a peut-être une meilleure séparation entre personnages publics et privés. Il y a ce côté d'être proche de son public, donc d'incarner d'incarner quelque chose qu'ils veulent. L'homme du commun. L'homme du commun, mais aussi l'homme des rêves sur lesquels on peut projeter. Oui. Hein, comme il y a écrit Freiheit, Reise, Liebe, liberté, voyage, amour. On projette, on vit à travers de lui un peu. Oui, Freiheit, Reise, Liebe. C'est parce que je l'écris en allemand, parce que c'est de mes notes sur le Schlager allemand. Ah, d'accord. Qui retrouvent les mêmes thèmes, les mêmes sujets. Oui, les Champs-Élysées. Donc, Jodassin se promène avec la fille le matin. Ouais. Le chanteur original tout seul. Et les deux écoutent les oiseaux. On va parler d'une chanson qui est sur son premier album.
Allez. Dans la brume du matin. Dans la brume du matin. Que tu m'as fait découvrir, que tu m'as soumise. Ah ben voilà, découverte alors. Oui. Ouais, c'était une découverte. Je connais moins ce Jodassin des tout débuts. Et donc c'est une reprise d'une sorte de morceau folk, Early Morning Rain. In the Early Morning Rain. Oui. De Gordon Lightfoot. Oui. Et donc j'ai découvert en fait, oui, c'est un morceau qui est joué simplement, très simplement à la guitare 12 cordes, avec une contrebasse qui est à peine audible derrière, quelques corps. Très simple arrangement, oui. Quelques chœurs. Très, très folk, oui. Ouais. Oui, elle est sortie donc 1966, premier album dont tu parlais, Jodassin à New York. Et les premiers interprètes étaient Ian and Sylvia, un duo canadien, mais c'est écrit par Gordon Lightfoot qui l'a interprété aussi. Tu as écouté les deux versions aussi des originaux? Ouais. Les deux sont très jolis. Gordon Lightfoot, c'est peut-être plus country, alors que Ian and Sylvia, c'est plus folk, hein, la version. Mais les deux ont un charme, je trouve, les deux chansons. Et j'ai découvert aussi qu'elle avait été adaptée des années plus tard par Eddie Mitchell. Ah ça, peut-être je l'ai noté. En fait, ça porte un autre titre. Chaque matin, il se lève. Donc on peut imaginer ce que ça peut donner. Ah, il a pas fait Dans la brume du matin, il a juste pris l'original et remis des paroles. C'est une nouvelle adaptation. Une nouvelle adaptation. Je sais pas qui a refait, mais bon. Donc voilà. On va la mettre sur la méga playlist, je présume. Oui. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un type qui va voir décoller un avion qui part. Donc il est les pieds au sol. Il est même, on va dire, cloué au sol. Et puis il y a un avion qui part, qui décolle. Donc moi je me suis demandé en fait qui était à bord de cet avion, parce qu'en fait il parle tout le temps de l'avion, de la caravelle. Et je pense qu'il y a une fille qui prend cet avion et qui le laisse. Je pense pas, moi. Ouais. Moi je pense que juste que l'avion va là d'où il vient. Ok. Je crois que c'est un mal de pays plutôt. Ah. Le fait d'être cloué au sol. Pendant qu'un avion va là, je crois que c'est une chanson de mal pays. D'accord. Donc du type, moi je suis bloqué ici, avec l'alcool dans la gorge, et les femmes, dans la version originale c'est un peu plus encore l'alcool, donc il y a quelqu'un qui boit, qui a des histoires avec des femmes. C'est un peu adouci chez Jodassin, mais elle reste quand même assez près de l'original, au niveau du thème. Mais moi, je pense que cet avion, c'est l'idée que le narrateur est quelque part où il ne veut pas forcément être, et l'avion le pourrait le mener là où il veut aller. Ouais. Je l'interprète comme ça. C'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, il y a cette ambiguïté quand il parle de elle, en parlant de la caravelle, donc oui, mais c'est l'avion. la caravelle, ouais. Et en fait, je me suis demandé si c'était pas une ambiguïté un peu... Mais bon, il y a ça. Il y a le fait que... Tout en sachant que dans l'original aussi, ils ont choisi de donner le she pour l'avion. Donc, ouais, c'est ça. Par le it. Hein, donc ça peut carrément être interprété comme ça. C'est peut-être ça aussi qui m'a... Et dans l'original, ils chantent You can't jump a jet plane like you can a freight train. Donc le freight train, la première chanson de Jodassin aussi. Donc tu peux pas sauter sur un avion comme tu pourrais sauter sur un train. Hein. Non. Donc on vous le conseille à la maison. Il est loin, mais quand même, il te mènerait quelque part où tu veux peut-être être. Hein. Eh oui. Cette chanson, pour une fois, parce que parfois, c'est un peu la compète entre nous deux, il faut le dire. On décide on décide le thème, et du coup, on met des chansons sur une liste, sur notre liste playlist. Ouais. Et c'est souvent... qui va mettre la première chanson? Qui va mettre la première chanson, parce que, voilà, parfois, on peut avoir la chance, et comme Maxime, la dernière fois, pour Nina Simone, il a mis I Got Life, Ain't Got No de Nina Simone, et je dis, super qu'il l'a mise, parce que j'aurais pu la mettre aussi. Mais là, pour cette fois-ci, j'étais assez rapide de mettre celle-là, déjà. Je la connais justement de cette compilation dont je t'ai parlé. Elle était là-dessus, et je l'ai
tout de suite aimé. Et aussi, toujours jouer et chanter un peu, juste comme ça. Donc, Ah oui. c'est une des chansons où je peux chanter, par exemple, le début sans regarder les paroles hein. Donc, j'ai un peu accroché à cette chanson. Ça m'a fait vraiment penser à un film, en fait. Et je me disais, ça me fait penser au chanteur Harry Nilsson. Oui, au morceau Everybody's Talking, qui est utilisé sur la bande de film, la bande Macadam originale Cowboy. de Butch Cassidy. Macadam Cowboy. Est-ce que c'est peut-être le même? Butch Cassidy, Sundance Kid, avec Non, Paul Newman et non, Robert un film Redford. avec Dustin Hoffman et John Voight. Ok. Tu vois? Everybody's talking at me. Oui, je connais. Est-ce que c'est pas la scène où il tourne en vélo? Je sais pas si elle a été reprise. On va vérifier. On va vérifier cela. Je me suis pensé en fait que Excusez-moi. Joe Dassin, en fait, ça aurait pu être aussi une sorte de Gigi Kell français. Tu vois? Dans ce grain de voix, dans cette espèce de rythme laid back comme ça. Aussi à la Tony Joe White, puisqu'il reprend sur la fin de sa carrière des morceaux de Tony Joe White. Je connais pas bien. Ben, en fait, il reprend The Guitar Don't Lie sur un de ses derniers albums qui s'appelle Country Blues. Les guitares? Ouais, The Guitar Don't Lie. The Guitar Don't Lie. Ouais. Paul Saladani. Ok. Ça, c'est des chansons parce qu'il connaît Tony Joe White des États-Unis. Et donc, je mettrai tout ça sur la méga playlist. De toute façon, je dois l'écouter. Je dois l'écouter. Ouais. Mais on a l'impression d'avoir ici, voilà, quand je t'ai dit au début, on a le Joe Dassin mélancolique qui reste près d'un original mélancolique. Et ça me plaît beaucoup dans lui. C'est comme d'ailleurs Freight Train, je change un peu de vent. C'est ce premier disque, il reste encore très près du folk. Il ne change pas les thèmes des chansons. Donc il reste dans ce côté mélancolique et ça va très, très bien avec sa voix aussi, ce côté mélancolique de la chanson. Hein. Ouais. Moi, j'ai vraiment découvert une autre chanson qui est sur son deuxième album, qui s'appelle Les Deux Mondes de Joe Dassin. La chanson s'appelle The Last Thing on My Mind. C'est aussi une adaptation, enfin une reprise, là qui chante en anglais, de Tom Paxton. Encore un type là proche de Bob Dylan et de Greenwich Village. Oui, donc il est vraiment là, imprégné de cette culture-là, encore sur ce premier album. Et j'ai regretté de ne pas avoir fait le choix de ce morceau presque. Mais on va la mettre sur la méga playlist. Oui. Là, en fait, il chante vraiment avec une seule guitare. Il chante vraiment, enfin, il joue super bien. C'est un morceau en arpège. Et la voix est d'une lassitude. C'est incroyable. Moi, cette chanson m'a fait penser à une chanson d'un artiste allemand. Et je me pose la question si c'est un Berlinois qui existe sur le marché français, qui a produit en français et fait des concerts en français. Il s'appelle Frédéric May en français, il s'appelle Reinhard May en allemand, et qui écrit, c'est un chansonnier qui écrit ses propres chansons, qui met des paroles, tout ça c'est lui. Et il s'est produit en France parce qu'il était assez un grand... Il a commencé dans cette scène Brassens, etc. Donc c'était son époque où il a d'abord copié des Français et après il s'est mis à écrire. Il a une chanson très 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 célèbre qui s'appelle Über den Wolken, au-dessus des nuages, qui reprend exactement et dont il existe aussi une version française qui reprend exactement ce côté, attention, tout au-dessus des nuages où le ciel est toujours bien, toujours bleu, où jamais il ne pleut, jamais il ne pleut. Donc la chanson de Frédéric May, Reinhard May, allemande, française, elle est exactement dans ces clous-là, dans cette liberté c'est aussi la liberté. Il est dans la pluie, il a la gorge il y a la brume. En bas, il y a la brume, il y a la gorge d'alcool, et il sait quand tu es au-dessus des nuages, tout est bleu, tout est nickel, hein, et c'est cette chanson qui le reprend. Et il est quand même possible que Reinhard May s'est un peu inspiré de cette chanson. En tout cas, je me suis dit ça. Ouais. D'ailleurs, une guitare 12 cordes aussi. Hein. Donc, petit arrangement.
L'intro, c'est une guitare 12 cordes. Oui, Après, oui, il y a oui. une guitare classique ou 6 cordes qui l'accompagnent peut-être. Mais il y a ces petits riffs ding, 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 ding. Je dirais c'est une 12. Ah oui, oui, ouais. Ouais. Et voilà. Ça nous amène peut-être à parler d'un morceau que j'ai choisi pour toi. Allez, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Oh, Si c'est on- dommage, on tire. Non, non, oui. Si on restait dans cette ambiance des Tu as États-Unis, raison. Bon. pour évoquer une chanson que j'ai choisie pour toi, Marie-Jeanne. ouais, Quelle découverte. Merci. Et quand je dis ça, je connaissais bien sûr Marie-Jeanne. ouais, Pas plus que ça, mais je l'ai déjà entendu sans trop m'en occuper. Mais j'ai aussi donc écouté l'original d'une femme oubliée aujourd'hui. Oui, Une des oui. premières componistes chanteuses dans les années 70, Bobby Gentry, Oui. du Mississippi Delta, de Ouais. Chickasaw, Exactement. Mississippi. Ouais. Et qui a, dans les fins des années 70, a décidé, je ne me produis plus sur scène, mais qui est une énorme découverte. Je trouve une femme très intéressante, avec des chansons très intéressantes. Hein. J'ai pas encore écouté vraiment d'autres morceaux d'elle. Moi, en fait, Moi, hier soir, dans la voiture. Ouais. Et là, je me suis dit, oh. Moi, Marie-Jeanne, en fait, j'ai découvert la chanson quand elle a été reprise par Jean-Louis Murat, parce que j'étais déjà fan de Jean-Louis Murat. C'est vraiment pas un hasard, en fait, s'il reprend cette chanson par rapport à ce dont elle parle. Mais je pense que c'est cette chanson-là qui m'a amené à reconsidérer les chansons de Joe Dassin d'un point de vue un peu plus profond, grave. Pour le côté informatif, donc là aussi, c'est encore un Joe Dassin jeune, plus au début de carrière. Oui. Parce que ça sort de son deuxième album studio français, il est sorti en 1967, qui s'appelle Les Deux Mondes de Joe Dassin, tu l'as dit. Hein? Avec la pochette devant le drapeau français. C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai pas vu la pochette de celle-là. Donc, voilà. Je pense sur cette pochette, il y a le drapeau français plus 2-3 objets qui sont un peu représentatifs des États-Unis, représentatifs de la France. Donc je pense qu'on est un peu dans des stéréotypes, mais voilà. Donc c'est la reprise de Ode to Billie Joe de Bobby Gentry, justement, né Roberta Lee Street dans le comté de Chickasaw, dans le Mississippi, chanteuse, autrice, compositrice française. Et donc, celle-là était aussi interprétée par Eddie Mitchell. Ah oui. Je me suis noté, je ne l'ai pas écouté. Et cette chanson, elle est aussi, comme dans La brume du matin, une chanson qui reste plutôt près de l'original au niveau de l'interprétation. C'est-à-dire, la seule chose qui change, c'est que, voilà, vu que c'est un homme qui chante, c'est fait de la perspective d'un homme. Et donc, la fille qui se suicide sur un pont à Bourg-les-Essonnes, en sortant d'un pont, Bourg-les-Essonnes, c'est Marie-Jeanne Guillaume. Alors que dans l'original, c'est Billie Joe McAllister qui se saute de Tallahatchie Bridge. Oui. Hein? Mais le principe reste le même. Ouais. Un thème très sombre, une chanson très sombre. En fait, oui, on a une espèce de décalcage de la campagne, enfin du sud des États-Unis dans la campagne française. Oui, c'est ça. Des années 60. Donc en fait encore des milieux quand même assez reculés, avec des mentalités ancrées dans le sol, pas très très ouvertes sur le monde extérieur. Non. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un roman de William Faulkner. Ça pourrait être ce genre d'ambiance dans le sud des États-Unis. C'est du gothique. Ouais. Et donc, en fait, voilà, dans la chanson originale, les lieux existent, en fait, parce qu'ils parlent de Choctaw Bridge. Oui. Choctaw Ridge et de Tallahatchie River. Ça, c'est des endroits, des locations qui existent. Et dans l'adaptation, en fait, on invente un pays. Oui. Bon, la Garonne, elle existe. Oui. Bourg-les-Essonnes, ça n'existe pas. Ça existe en ville fantôme, je crois. Oui, c'est ça. C'est dans le sud-ouest.
On est dans le sud-ouest. Je fais Google, mais en fait, c'est vrai je fais Google Bourg les Essonnes pour être, parce que tu sais, moi, je suis importé, donc du coup, je connais pas toujours bien la géographie française au nord, dans le nord de l'Avignon, mais je veux dire, il a créé quelque chose un peu plus artificiel, mais voilà, ce qu'il veut représenter, c'est la campagne un peu reculée, où le plus important, c'est encore le travail et manger. Et même si quelqu'un sort d'un pont, on n'arrête pas de manger. Hein. Oui. Donc, ça fait passer des... Bon, dans le plat de gratin. C'est le gratin, c'est le pain. Là, Marie-Jeanne n'était pas très maline. Passe-moi donc le pain, dit le papa. Dans l'original, and Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas. Oui. Donc là, il mange des haricots. Des haricots, des black-eyed haricots. Mais voilà, donc une famille à table, une famille travailleuse qui travaille la terre. La terre, c'est le coton dans l'original, et là c'est le blé, je pense. Hein. Ouais, un truc comme ça. C'est une culture. Ou la paille peut-être. Ouais, le foin. Le foin, oui, c'est ça. Mais tout le monde faisait du foin. Mais donc du coup, à table, le narrateur apprend que Marie-Jeanne s'est suicidée, et donc tout le monde continue quand même à manger, à s'occuper, que l'après-midi, il faut continuer le travail. De toute façon, on n'est pas très gentil avec Marie-Jeanne, qui n'était pas très maline, d'après le père. Donc c'est juste le narrateur même qui est un peu plus hésitant et qui gratte sans avoir trop faim sur l'assiette. Et on apprend qu'apparemment, quelqu'un l'a vu justement encore hier avec Marie-Jeanne. Et aussi, on se souvient qu'il a parlé à Marie-Jeanne à l'église. Et donc, du coup, hier, ils ont jeté quelque chose du pont. Quelqu'un les a vus. Quelqu'un les a vus. Il dit quelqu'un qui te ressemble. T'as vu était avec Marie-Jeanne. Ils ont jeté quelque chose du pont. Alors, qu'est-ce qu'ils ont jeté du pont? On ne sait pas. Non. En fait, l'avenir, peut-être. On peut lancer plein d'hypothèses. Oui. Mais c'est ça et d'ailleurs, les gens s'en privent pas d'essayer d'interpréter. Non. Ça va jusqu'à l'avortement. Ça va jusqu'à l'avortement, les interprétations que j'ai lues. Ah oui. Ça peut être une bague. Ouais. Ça peut être un symbole. Un petit cercueil d'enfant. Ouais. J'ai vu des gens qui vont chercher loin, puisque en fait, je crois qu'il est question d'une scierie. À la fois aussi dans la chanson américaine. Et que du coup, les gens extrapolent sur le fait qu'à la Syrie, on peut fabriquer des cercueils aussi. Oui, mais effectivement, il y a des interprétations très lourdes. Mais ça va loin. Si je peux être honnête, je trouve déjà l'original, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Au niveau de l'image qui peint, qui fait. Ouais. C'est donc la famille à table. Et donc, tout le monde parle de ce suicide, donc de Billy Joe dans l'original. Et des interprétations possibles, mais tu sais que tout à la fin, il jette dans les eaux boueuses du haut de pont de la Garonne des fleurs, notre narrateur. Pour Marie-Jeanne Guillaume, du coup, maintenant. Voilà, du coup, il est en deuil. Et avec le deuil, il y a des clochettes qui sont arrêtées chez toi. Non, mais donc on comprend très bien qu'il y avait quelque chose entre lui et Marie-Jeanne. Oui. Mais on n'en parle pas en fait. On est dans une famille de paysans en fait de la campagne et on parle pas à table, on dit pas les choses. Tu te poses même la question s'ils savent pas tous il y avait quelque chose avec Marie-Jeanne, mais on dit il m'a dit qu'on a vu quelqu'un qui te ressemble avec elle, donc pour écarter carrément le sujet. Hein. Mais c'est ça en fait. Moi ce qui me touche vraiment dans cette chanson, c'est que alors, ma famille n'était pas des paysans, mais en fait, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, en fait, de petites localités rurales et tout ça. Et effectivement, je m'y retrouve complètement. Je pense que Jean-Louis Murat, l'Auvergnat, là, s'est retrouvé aussi par rapport à cette histoire. Et d'avoir grandi dans la campagne, en fait... et aussi en fait de recevoir cette espèce de mythologie américaine. J'ai toujours fait des parallèles entre ma campagne et la campagne américaine. Donc ça te crée des images. Ouais, vraiment. Dans la tête. Oui, en fait, cette chanson-là, Marie-Jeanne, par contre, oui, je peux
je peux localiser par rapport à des géographies que j'ai pratiquées, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi le côté de l'instrumentalisation, de l'arrangement, parce qu'il y a quelque chose qui est très fort dans cette chanson. Bon, elle est très simple parce qu'elle est principalement faite à la guitare, mais il y a les cordes qui ajoutent des sentiments. Et ces cordes-là, tu connais bien le film Psychose. Oui. C'est le thème de Psychose, c'est par Elmer Bernstein. Le thème de Psychose, c'est justement le côté de travailler avec les tonalités, atonalités dans les cordes. Chez Bernard Herrmann. Peut-être. Le compositeur. C'est pas Elmer Bernstein? Non. C'est Herrmann. De Hitchcock. Non? Si. Ah? Moi, je dirais c'est Elmer Bernstein. Ah ah. Surtout dans Psychose. Dans Psychose. Mais ça à part, c'est ce thème-là et le fait comment des cordes sont utilisées pour créer des sentiments, c'est très fort. En fait, les cordes dans les deux chansons, j'ai pas fait une comparaison mais je veux dire le même principe est appliqué dans les deux chansons, d'ajouter des sentiments par des travails différents des cordes. Oui, jusqu'à la fin où ils jettent des fleurs. Ça fait c'est comme des fleurs c'est des violons qui accompagnent les fleurs qui tournent dans le vent en tombant dans les eaux. Hein. Donc c'est au niveau de l'arrangement, c'est de la musique cinématographique. Oui, c'est ça. C'est toute la chanson est cinématographique, à la fois au niveau de l'image créée, mais aussi de l'arrangement. C'est et là, Joe Dassin n'y est pour rien. C'est une adaptation. C'est vraiment assez calqué sur l'original. Sauf que, bien sûr, pour faire un peu la moquerie, bien sûr, dans l'original, c'est quand même la chanteuse qui s'est pris la grenouille dans le dos au cinéma, je crois. Et alors que Joe Dassin, il a pas peur d'avoir une grenouille dans le dos. Donc, ils ont mis la grenouille dans le dos avec de Marie-Jeanne. Oui. Donc, il tourne ça, mais ça m'a juste fait rire parce que dans l'original, c'est And brother said he recollected when he and Tom and Billy Jones put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. Donc, c'est la chanteuse qui a reçu, alors que c'est aussi la fille dans la version française, même si le rôle des narrateurs est inversé. Bon, ça, c'est un détail anecdotique. Hein. Non, mais j'ai vu qu'il y a... Joe Dassin, il n'a pas peur des grenouilles, quand même, tu comprends? Oui. C'est quand même important de souligner ça. J'ai vu qu'il y avait un film qui a été fait juste à partir de cette chanson. À tel point... C'est à dire à quel point, en fait, elle est importante, en fait. Qu'elle contient... de Max Baer Jr., 1976. Oui. Tu l'as pas vu, par hasard, non? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu quelques extraits. Il y a plein d'interprétations. C'est un film de 76, oui, donc... Ouais. Je sais pas. J'ai vu la bande-annonce, enfin quelques images. Ça a l'air d'être un film à voir quand même. Patti Smith aussi. Il y avait plein d'interprétations dans plein de pays différents. Patti Smith aussi, apparemment, elle a fait une version. Ah oui. Après, quelle chanson existe où Patti Smith n'a pas fait une interprétation aussi? Ouais. Oui. De Nirvana à Joe Dassin. Non, elle n'a pas fait la version française, bien évidemment. Non. Une super chanson quand même. Donc, parce que moi, je n'ai jamais prêté attention aux paroles. La chanson m'était connue, mais j'ai jamais fait attention à ces paroles-là. Mais tu nous as fait un très bon choix et une très belle découverte parce que je peux te dire, je vais m'occuper plus de Bobby Gentry. Hein. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu penses de passer à la prochaine chanson, Maxime? Ah oui, tout de suite. Ok, ben, ça va être ma deuxième du coup. Oui. Parce qu'on a fait ma première dans la brume du matin. Maintenant, on s'avance un peu à 1974, le Live à l'Olympia. Les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances, les plus grands regrets aussi. Les plus belles années de ma vie en live. Bon, même s'il n'y a pas une grande différence, venant de l'album avec le titre super poétique, 13 chansons nouvelles. C'est très pratique comme... Exactement. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur le nouvel album de Joe Dassin? Oui, ce sont 13 chansons nouvelles. C'est d'ailleurs le titre de 1973, son 7e album. C'est un bon live.
C'est un bon live. J'ai trouvé qu'il y avait... Moi, j'ai la version du 19 février 1974. Moi, j'étais presque né. Toi, attends, tu nais quand, toi? En mars. En mars, donc ça, tu vas pas tarder, là. Ouais. Quand Jodassin a chanté cette chanson à l'Olympia... Je me suis dit que tu avais choisi l'année, en fait, mais pas forcément. Non, c'est un hasard. C'est un hasard. C'est basé sur Rock'n'Roll, I Gave You the Best Years of My Life de Kevin Stephen Johnson. C'est ça qui m'a surpris, parce que je me suis dit, cette chanson-là a dû être composée par Jodassin. Je me suis dit, s'il y a un morceau, ça parle tellement de lui que c'est composé par Jodassin, c'est lui qui l'a écrite. Non, c'est exactement... Mais non... C'est exactement ce que je me suis posé toutes les questions sur justement, le confondu entre le public et le privé. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis en voiture, j'écoute cette chanson. J'ai écouté un interview, j'ai écouté un truc, c'est un peu biographique à la télé, mais c'était très basé sur... La drogue. Non, au contraire, non. Oui, aussi, mais aussi les femmes et la femme de sa vie et la deuxième femme de sa vie et tout ça. Et oui. Aussi les drogues. C'était très... comment on appelle ça? Tabloïd. Ouais, c'est Laurent Delahousse, je pense. Tu vois? Peut-être. C'était un truc de TF1, je sais pas. Ouais. Ça m'a pas donné grand-chose parce que c'était pas la musique. C'est la musique qui m'intéressait plus. Bref, donc j'écoute cette chanson en conduisant, comme j'écoute souvent des chansons parce que là j'ai le temps et personne qui me parle. Donc je l'écoute et je dis mais attends, il parle de la maison de disques et des disques et sa copine. Et donc ça m'a fait penser à la copine qui a dit allez, on va faire le disque parce que je connais quelqu'un à la maison de disques. Et je dis mais c'est super, est-ce que j'ai par hasard trouvé une chanson biographique? Et après, je le réécoute, et mais attends, mais déjà, ce mec-là, il n'a pas de succès avec sa musique dans la chanson. Ouais. Donc elle est pseudo-biographique, mais comme je dis, chez Mick Jagger, ça ne nous dérange pas. Mais là, je dis, mais attends, elle est pas du tout biographique, mais j'aime quand même déjà la chanson. Voilà. Et là, c'est quelqu'un dont la musique était toujours son amour de vie, mais qui n'a pas réussi. Et aussi, cette chanson reste assez proche de l'original de Kevin Stephen Johnson. Oui. Il existe aussi une version de Mac Davis, américain, donc parce que Kevin Stephen Johnson est australien et Mac Davis est américain. Je préfère la version Kevin Stephen Johnson. Encore une plus folk, une plus country. C'est ça. Voilà, la chanson que j'aime bien. Et elle reste proche, mais bien sûr... Los Angeles et San Francisco sont échangés à Avignon. Oui. Et Chuck Berry, c'est Beko et Aznavour et Brassens. Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'on se disait par rapport à ces gars-là, en fait. Quand il dit qu'il fait d'Avignon une banlieue de Paris. Un faubourg de Paris, ouais. Et... Parce qu'à Avignon, un peu, c'est ça aussi. À Avignon, pour le festival d'Avignon, les gens jouent gratuitement dans la rue. Ouais. Donc à Avignon, tu peux jouer sans te produire sur scène aussi. Oui, c'est ça. Hein? Tu as déjà joué à Avignon? Non. Moi, oui, avec la guitare. J'ai essayé une fois avec la guitare dans les rues. Ah oui? Oui, je me suis dit, je vais essayer ça et je l'ai fait pour quelques heures. Mais bon, moi aussi, j'étais toujours pas derrière, cherchant à te plaire. Avec sa musique? Je n'étais pas découvert. Moi, j'ai été assez stupéfait en fait de voir que à la fin, au final, c'était pas si autobiographique que ça. Non, pas du tout. Mais je pense que ça lui permet d'aborder quelque chose de l'ordre des regrets par rapport à sa carrière. Je pense qu'il choisit pas ce morceau-là par hasard. Les gens qui adaptent la chanson pour lui, il y a encore Pierre Delanoë et Claude Lemel là, qui sont derrière. Tu dis Claude Lemel, oui. Oui, c'est les deux. Delanoë, Champs-Élysées, Demel aussi, Les yeux d'Amélie, Équipage Jojo et tout ça, c'est ces deux-là. La fleur aux dents, Salut les amoureux. Parfois, il y a sa sœur quand même qui a écrit sur les paroles, j'ai vu. Ah oui? Il a une sœur qui, de temps en temps, a ajouté aux paroles, quelques paroles, elle a écrites. Ouais, et oui, il y a un moment, en fait, tu te dis, bon, ben voilà, il regarde en arrière, il refait un peu son parcours jusqu'au succès, et puis en fait, après justement... Il est obligé de vendre sa guitare et puis sa copine lui dit que ça marchera jamais, qu'il a accepté grâce à elle que ça marchera jamais et que
Oui, c'est dans les deux cas, c'est la femme qui dit, écoute, faut peut-être abandonner ses rêves. Et qu'il a beaucoup fait de sacrifices pour la musique et que... Est-ce que ça valait la peine? Faut quand même dire, d'ailleurs, Lemel, il a aussi écrit Montpellier de Johnny Hallyday. Je ne connaissais pas cette chanson, mais il existe une chanson Montpellier. On dit ça parce qu'on est un podcast montpelliérain quand même. Ouais. On a le podcast Les 5000 chansons. Les 5000 chansons de Montpellier. 5000 en chiffres. Les 5000 chansons de Lemel et Delanoë. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai oublié, mais je veux dire oui, parce qu'il faut quand même... On ne sait pas à quel point Jodassin avait l'influence sur toute chanson qu'il interprétait aussi, quelle partie était maison de disque production, et quelle partie était lui. Mais tu sais, je parlais avant par rapport à ces chanteurs de schlager allemands qui ont eu tous ces noms anglais, pseudo-latino, pseudo-anglais. Et je dis Roy Black qui s'appelait Gerhard Höllerich en vrai, il était malheureux toute sa vie. C'était un grand alcoolique, malheureux toute sa vie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il était découvert dans un groupe de rock'n'roll. Là, ils ont dit, ce chanteur, il est magnifique. Ils l'ont sorti de son groupe, et c'était un rock'n'roller. Et ils l'ont sorti de son groupe de rock'n'roll. Et sa première chanson, c'était Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, tout en blanc avec un bouquet de fleurs, une chanson. Mais Guimauve, contre ça, si tu n'existais pas, c'est du rock'n'roll. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment du kitsch absolu. Ouais. Et il a eu un succès fou avec ça. Et toute sa vie, il a chanté que ce genre de chansons, alors qu'il ne voulait pas. Et c'était un grand malheureux. Bon, je ne veux pas dire que Jodassin était principalement un grand malheureux, mais je suis aussi sûr qu'il ne voulait pas forcément se produire avec toutes les chansons qu'il a chantées. En fait, chez Jodassin, il y a une telle dichotomie en fait, entre des chansons qui sont presque de l'ordre du chansonnier, hein, parce que finalement, les seules chansons qu'il compose, lui, c'est des chansons qu'il va donner aux autres, à France Gall, mais surtout à son ami Carlos. Et donc, c'est pour composer Seigneur Météo, c'est pour composer Big Bisou, ou le Bougalou du Loup-Garou. Autant de compositions qui sont bien à interpréter à la télé pour amuser le public, les enfants. Mais de l'autre côté, en fait, toutes ces chansons guimauves sont pas des chansons très, très heureuses, en fait. Son rapport à l'amour, il est vraiment mélancolique. Mais aussi les trucs qui sont... si je me souviens bien, je peux me tromper, mais même les Daetons, c'était pas forcément son truc, tu sais, takata. C'était pas ça qu'il voulait faire vraiment. Mais je veux dire, c'est peut-être pas son choix numéro 1 pour la musique. Je crois que c'est une chanson qu'il voulait livrer à Henri Salvador. Oui, le producteur. C'est un producteur, ouais. Non oui. Et donc... Non, je pense que c'est une chanson qu'il a composée, qu'il voulait soumettre à Salvador, et son producteur lui a dit « Non, ça, il faut que tu la chantes. Ouais. » Et comme il n'était pas très enthousiaste à l'idée de mettre un pied là-dedans, dans ce registre, il a dit au producteur « Ok, mais alors tu chantes avec moi, quoi. » Bon, mais... Ouais, donc pas mal de regrets. En fait, moi, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser ce genre de chanson qui parle du rapport qu'on a à la musique, à l'importance de la musique. Et on s'y retrouve quand même aussi, parce que nous, tous les deux, on joue la guitare. Oui. Et tu sais, quand ils parlent des groupes qui copient en gestes et des chansons, des accords, je me retrouve... Mon père me dit, quand j'ai commencé à apprendre la guitare, il a dit, il y avait je me souviens plus laquelle, il y avait une chanson, chaque fois tu tombais sur le mauvais accord, on n'en pouvait plus. Elle a dit, un jour, enfin, tu as fait le bon accord au bon moment. Et voilà, on s'y retrouve quand même. Hein, et on ne peut pas tous se produire à l'Olympia quand même. Non. Mais non, moi, ça m'a fait penser à la chanson des Doors, en fait, When the Music's Over. When the Music's Over. Ouais. Où il y a vraiment ce rapport... intime, personnel, comment dire, vital à la musique, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il exprime dans sa chanson, c'est d'avoir couru derrière, sans arriver à la rattraper, mais quand même, ce grand espoir déçu, quoi.
J'ai d'ailleurs aussi choisi la version live parce que ça m'a fait un peu rire. C'est à cette époque, comme dans les enregistrements, réagit le public. Tu sais, c'est la chanson commence, il y a juste un petit applaudissement de politesse, tu sais, c'est pas Ils reconnaissent. Quoi. C'est voilà, la chanson commence, donc tu entends la fin de la chanson avant, l'applaudissement, la chanson commence, et ils commencent à chanter, ils la reconnaissent, ils font juste... Ouais. Et voilà, c'est bon. Ouais. Jusqu'après, c'est calme, tu écoutes, Ah oui, ils applaudissent qu'à la fin. C'est un public assis, sage, avec des applaudissements jusqu'au début en reconnaissant la chanson. Ouais, et la pochette, quand même, ça vaut le coup aussi. Oui. En costume blanc. Avec le chat. Le chat blanc. Mais pourquoi un chat? Pourquoi pas un tigre? Parce que c'est un dessin, on est d'accord, c'est pas une photo. Oui, ça doit être... oui, c'est un jeu de dessin. Ouais. Mais le chat qui revient sur les genoux de Joe Dassin, des fois. Ouais. C'est vrai? Ouais. Dans l'iconographie de Joe Dassin, il y a un chat? J'irai pas jusqu'à parler d'iconographie. Tu vois, Oui. Mais bon. Ouais, non, c'est pas mal de voir aussi qu'en live, il y a des musiciens derrière et que c'est des musiciens qui assurent quand même. C'est beaucoup plus country, beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus latino aussi sur cet album live. Ça tient la route. Et c'est parce que c'est aussi ces productions-là, c'était carrément des productions de variété. Ouais. C'est-à-dire, il a joué au banjo, il a dansé. C'était pas que lui devant le micro, c'était toute une mise en scène qui faisait un déroulement, et même avec je crois dans cette show aussi, il y a un couple de danseurs qui dansent pour certaines chansons. Donc c'est toute une mise en scène qui est très très artificielle, mais qui c'est plus que les chants. Hein. Dans la chanson qui s'appelle Le Costume Blanc, là, il revient là-dessus sur ses spectacles et il dit quand il pose sa guitare et son lasso, parce qu'en fait il avait mis au point un numéro de lasso pour faire référence justement à ça. Oui, c'est entraîné à ça. À l'américain, quoi. C'était d'ailleurs, j'ai pu apprendre ça dans les petits côtés biographiques que j'ai pu voir dans un podcast et ce documentaire qui était un peu trop basé sur la vie familiale que la vie musicale. Mais qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu le fil. Je voulais dire... Par rapport à ce côté américain ? Oui, je voulais dire, merci, je voulais dire que c'est un perfectionniste quand même qui, quand il fallait... Oui. Comment on dit tap dance tu sais, claquettes ? Ouais, faire des claquettes. Faire des claquettes. 10 secondes de claquettes dans son 10 secondes spectacle. de claquettes, donc plusieurs semaines d'entraînement dans son appart à Paris. Oui. Donc c'était quand même un grand perfectionniste, un showman. Oui. Il était chanteur et showman. Ouais, toujours ce côté musical du respect du public, de le divertir, d'assurer une prestation où tu interprètes les chansons, tu te les mets en scène. Ouais. Cet orchestre de variété là, ces musiciens à la fois sur scène et de studio là, j'aimerais bien qu'on en parle à propos de la prochaine chanson. On peut. On va y arriver. D'ailleurs, je veux juste dire que je me suis noté, j'aime bien la phrase quand les voisins crient un peu, nous on leur pardonne, nous on leur pardonnait. Ah oui. C'est gentil. Ouais. Ça, là aussi, en tant que guitariste qui parfois fait un peu de bruit, ça m'a fait rire un peu. Hein, ouais. Donc tu veux passer à la oui, dernière bien chanson, sûr. Le morceau phare de ce podcast. Est-ce que c'est le bouquet final? C'est le feu d'artifice. Bah, attends, pour celle-là, déjà, je veux sortir quelque chose de ma poche parce que j'ai amené quelque chose que je voulais te montrer. Oui, alors. Attends, donc c'est un podcast, je dois donc un peu accompagner de... Oui. J'ai dans ma main 8,45. Daniel, audio guide. Daniel sort une pochette de 45 tours de Joe Dassin. Plusieurs. Dont je sors... Il les montre à Maxime. Le 45. Et si tu n'existais pas... Oh. Joe Dassin en blanc, sur une scène. Avec une guitare folk. Oui. Les pantalons très serrés en haut et... Allez, vas-y. Ah, c'est une et quand tu vois des chaussures, tu vois tout de suite, c'est des chaussures qui te font mal après le concert. Non? Ouais, des chaussures en cuir blanc. Ouais. Tout est blanc. Tout est blanc. Sauf la guitare, elle est en bois. Eh oui.
Donc, pour te juste raconter, parce que j'ai dit à Maxime il y a 2 jours, tu sais quoi, je viens de découvrir dans ma collection de 45, plusieurs 45 de Jodassin. Donc, C'est la vie Lily. Oui. Euh, Avec face B, Billy le Bordelais. j'ai ma bonne étoile et un Wow. peu comme toi. Le petit pain au chocolat. Siffler sur la colline. L'été indien. Avec lui en jean et la chemise bien ouverte. Donc, et si tu n'existais pas. Qu'il a quand même mentionné en premier, même si j'ai lu que le 45 était Salut et c'était la phase B. Oui. Mais ici, donc c'est toujours CBS, c'est sa maison de disque. Et quand même aussi, j'ai deux Takata, la femme de Torero. Et il faut quand même dire avec la chemise ouverte et la moquette qui sort de la chemise. Ah ouais, là, on est... Et donc, du coup, j'ai décidé, Maxime, de te donner un 45 de Jodassin en cadeau parce que j'en ai 2 de Takata. Je ne sais pas si jamais tu vas la mettre, mais elle vaut déjà le coup pour l'artwork. Ouais, moi, j'ai pas de platine disque, hélas. Tu te la mets au mur. Mais je vois sur la pochette de l'été indien, en fait, que ils ont recolorisé... les yeux bleus de Jodassin et ses dents aussi. Et les dents sont blanchies. Attends, j'ai pas vu. Attends. Alors oui, ça c'est une anecdote personnelle, hein, mais ah oui. Jodassin, en fait, pendant toute ma jeunesse, en fait, il me faisait penser à mon voisin de la maison du dessus. Ouais. Et c'est vraiment un peu cet archétype du mec des années 70. Oui, il a une montre en or, des cheveux longs. Ouais. Ouvrier chez Peugeot, avec une Peugeot évidemment, et c'était ça, ouais. Oui, les 30 glorieuses. Exactement. C'est ça. On est là-dedans, dans l'insouciance, comme tu disais. L'insouciance des 30 glorieuses, comme on dit chez nous, le Wirtschaftswunder, le miracle économique. On avait un travail et on vivait bien, parfois, de son travail. Moi, je sais que j'ai... Je te le mets. Merci. Tu le gardes, tu en fais ce que tu veux, une déco, ou tu la mets dans... juste pour t'expliquer pourquoi j'ai des 45 comme ça, j'ai des tonnes de 45 français, parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé avec mon tourne-disque, et je suis allé sur un marché aux puces, je dirais, les Arceaux, à Montpellier, et je dis, je m'achète quelques 45, donc il y a une grosse boîte, et d'un coup, le mec a dit, c'est genre, je sais pas combien d'euros, ou il a dit, c'est 20 euros pour la boîte. Donc, c'était 20 euros pour les 45, je dirais peut-être 45. Oui. Et du coup, je dis, allez, je la prends. Il faut être honnête, je les ai un peu oubliés et j'écoute pas trop. Mais j'ai découvert que j'ai même Beat It de Michael Jackson. J'ai une Madonna. D'accord. J'ai du Claude François à gogo. Johnny. Et donc, Joe. Il y a des belles pochettes, hein. Ah oui. En fait... sur celle-là, Siffler sur la colline, il y a les espèces d'illustrations que tu peux retrouver sur les... Lui là, on voit un homme et une femme sur un banc. Ouais. Sur les songbooks folk américains. Ouais. Tu trouves ce genre d'illustration. Ok, ouais. Où on cherche un peu l'authenticité des images anciennes. Donc là, l'été indien avec en parenthèse est écrit Africa de Toto Cutugno. Oui. Parce que Toto Cutugno, il a écrit donc l'été indien sur une chanson qui s'appelait Africa. Donc c'est une production italienne. Parce que non seulement il a puisé beaucoup dans les chansons folk américaines, il a aussi puisé dans d'autres pays, surtout Toto Cutugno. Bah oui, on est au milieu des années 70, je pense que c'est un peu le début de cette vague italo-disco. Oui, et donc du coup, la chanson dont on parle en dernière, Et si tu n'existais pas, c'est aussi une composition, entre autres, de Toto Cutugno, qui voulait produire en italien, mais il a donné à Jodassin pour en faire Et si tu n'existais pas. Oui. Et donc c'est le 9e album, Le Costume Blanc, 1975. Elle figure sur la face B de Salut, 2e single. Quand même ici, sur le 45 que j'ai, Salut est écrit en 2e. Donc face A, face B, qui sait. Et donc aussi Pierre Delanoë et Demel. Ouais. Tu dis Demel, hein, donc Claude Lemel. Oui, Claude Lemel. J'ai parfois un peu du mal avec le S silencieux. Donc pourquoi ça a été difficile pour toi?
là, c'est vraiment trop de kitsch. Ah. Là, c'est... Donc, j'ai croisé Maxime il y a quelques jours, et je dis, oh, qu'est-ce que tu m'as fait, là, et si tu n'existais pas. Il m'a dit, je peux mettre aussi l'été indien. Je dis, non, mais on change plus, et c'est pas grave, hein, l'été indien. Mais au moins, l'été indien, ça me donne une petite histoire, un petit but, un truc. Mais là, c'est vraiment que de la... Je me suis vraiment posé la question, est-ce que cette chanson était vraiment prise au premier degré par quelqu'un, ou est-ce qu'il fallait toujours la prendre un peu avec une petite distance ironique? Ou sur une fête de village, tu fais attention, allusion à le dernier slow, oui. Sur une fête de village, et tu es vraiment amoureux de quelqu'un et tu la prends vraiment au sérieux, ou est-ce que... Parce que moi, j'arrive que à la voir avec un peu de distance, quoi. C'est tellement kitsch. Ah ouais. Que... assez personnel. C'est pour ça que j'ai pas mis l'été indien, parce que pour moi, l'été indien, en fait, je pense qu'elle est devenue... plus kitsch. Elle est devenue une espèce de sommet de la carrière de Jodassin, et puis un sommet de la variété des années 70, avec vraiment tout cet agglomérat de clichés musicaux et tout ça, mais en fait qui font partie du lot, en fait. Et si tu n'existais pas, je déteste pas cette chanson, mais elle est quand même en Allemagne on dit eine Schicht zu viel, une couche de trop. Je veux dire, c'est vraiment du fort. Hein, mais en fait, dans Et si tu n'existais pas, il n'y a pas la flûte traversière que tu retrouves dans l'été indien, déjà. Il y a la trompette, mais la trompette est vraiment plus en retrait, en fait. Oui. Elle est contenue. C'est le même trompettiste. Pierre Dutour. Pierre Dutour, tu as fait tes devoirs. Non, attends, est-ce que je peux vite te dire quelque chose? Oui, bien sûr. Parce que moi, je te laisse. On va reprendre avec Pierre Dutour chez toi et ta flûte. Hein, on va pas l'oublier. Mais s'il y a un truc qui est parfois un peu dommage, tu sais, quand on fait nos émissions, jusque-là, on parle souvent du personnel. Oui. Donc, on trouve là, c'est, je sais pas, là, il y avait Billy, comment il s'appelle là? Billy Wyman. Non. Oh, comment il s'appelle? Billy Hendrix. Non, sur le clavier. Billy Preston. Voilà, Billy Preston, pardon, excuse-moi. Donc, on dit, voilà, cette émission, là, c'est chez les Stones, chez Kings, non, je ne sais pas si c'est Kings, chez les Beatles. Voilà. Et je dis, c'est un peu dommage parce que chez Jodassin, on ne parlait pas des musiciens. On les voit pas, ouais. Donc, du on coup, n'a pas leur nom. Je sors mon 45, là, devant moi, et j'ai dû prendre mes lunettes de lecture. Oui. Donc, et je vois trompette solo Pierre Dutour. Ah, il est mentionné sur le disque. Il est mentionné sur le disque. Ouais. Et moi, je veux donc prendre ce moment pour rendre hommage à tous les musiciens qui ont accompagné Jodassin, dont on ne parle pas forcément, parce que si on fait la recherche, on ne les trouve pas forcément. D'autant que Pierre Dutour est disparu le 31 octobre 2023. À 92 ans. Ouais. Il était à la fois jazzman, mais on le trouve sur beaucoup de chansons de la variété française. Dans des BO de films. L'été indien aussi. Oui, dans les BO de films, comme oui. Borsalino. Ok. Dans d'autres films italiens aussi. Oui. Et le téléphone pleure. Eh oui. Je me souviens plus du tout de la trompette dans le téléphone pleure. Mais là aussi, tu as dit, elle est un peu en retrait. Mais vu que je trouvais ce nom et qu'on ne parle pas des musiciens, je dis, allez, Pierre Dutour qui est disparu il y a quelques semaines, quasiment, 5 semaines de maintenant, parce qu'on est en décembre 2023. Je dis ça pour les gens qui écoutent ce podcast 2070. Hein. Donc, du coup, un hommage à Pierre Dutour et tous les autres. Mais toi, tu veux parler de la flûte? La petite flûte irlandaise. C'est pas ça un peu? Et si tu n'existais pas? Oui. Non, en fait, je pensais à la flûte traversière, qui était vraiment un instrument des années 70, qui vient peut-être qui a été réutilisé dans le rock progressif, beaucoup utilisé dans les musiques de films. Il est trop tard. Je sais pas si tu te souviens des musiques, des premiers dessins animés japonais qui arrivaient chez nous, en France, en Europe. Je pense à, par exemple, Albator, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, oui, d'accord. Il y avait des, mais à Capitaine Flamme, à Capitaine Flamme, ils ont changé la musique en Allemagne. Ah ouais? Oui, ils ont mis une musique qui est électro-pop.
ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ces musiques. Parce que pour moi, enfin, Daft Punk a rendu hommage à ces musiques des animés japonais là, des années 70-80. La flûte traversière, elle est vraiment très très présente. Il y avait des sacrés groupes qui jouaient une sorte de jazz rock progressif là, qui te mettait une ambiance vraiment Moi, sombre. ma première référence, c'est Jethro Tull pour la flûte traversée. Oui, c'est ça, ouais. Qui est un peu à cette époque-là. Et donc pour moi, ce morceau-là, il tient aussi en fait, évidemment, hein, dans les paroles. On est dans une espèce d'accumulation de choses que moi je prends au premier degré en fait. Tu es un grand romantique, toi. Non, en fait, ouais, je pense ça rend les choses plus poignantes en fait de voir qu'il dit ces choses-là au premier degré de façon sincère. Mais c'est vrai que c'est des accumulations d'images poétiques, qui pourraient vraiment, vraiment vite tomber dans la mièvrerie. Oui. C'est aussi l'arrangement, à part de la trompette descente et la flûte, c'est cet arrangement typiquement 70 qui tic tic tchac tic tic tchac tic. Ça fait un peu. Voilà, je ne veux pas être méchant parce que c'est dommage quand on termine sur cette chanson. J'aime toujours Jodassin. Hein. Non, je veux dire au niveau des chansons dont on parle, j'aime toujours Jodassin, mais ça fait un peu, tu sais, ce qu'il fait après dans les stations balnéaires quand il y a un mec qui arrive avec un synthétiseur. Tu n'y es pas du tout. Tu manges ta moule frite et il fait Félicitas ou je ne sais pas. Non, moi j'ai maintenu ce choix du morceau parce que quand je l'ai écouté, et quand tu l'écoutes au casque, en fait, il y a une qualité en fait d'enregistrement qui est incroyable. Les cordes à un moment, voilà. Ça, je me suis dit même, si un coup, ça c'est bien. Ça, mélodieusement, ce moment-là, c'est le break. Le break est fort. Ouais. Et aussi, tu te dis, comment ils ont fait quand ils ont dansé. Je dois avouer, j'ai jamais dansé un slow sur Jodassin. Déjà, voilà. Et, tu restes sur le même rythme. Oui, mais parce que c'est quand même un complètement autre dynamique que la chanson. Ouais. Et ça, ce break, il est magnifique. Hein. Et moi, ce break, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, ça me fait trop penser aux cordes qu'on peut trouver dans les films où il y a la musique d'Ennio Morricone. C'est vraiment... Okay. Ce moment-là. Ouais, ce moment-là. Je criais pour être clair, là, pour le juge et les avocats, c'est que ce moment-là qui fait Ennio Morricone quand même. Oui. Non, mais tu vois la musique du Professionnel, les films avec Jean-Paul Belmondo. J'adore cette musique, oui. Et donc, ça me fait penser en particulier au morceau qu'ils utilisent dans Le Professionnel, qui s'appelle Chimay. Oui, qu'ils ont utilisé pour l'enterrement de Belmondo. Quand il est entré, quand ils ont... Oui. Et en fait, Le Professionnel, c'est un film qui date de 81. Seulement, le morceau existe déjà dès 71. En fait, il a servi déjà dans un autre film. Et pour moi, en fait, c'est ça aussi qui tient la qualité de la chanson. Qui est-ce qui a écrit cet arrangement Oui. Pour moi, c'est incroyable. Est-ce que c'est donc Toto Cutugno? Non, c'est un arrangement, donc je crois que ça doit être quelqu'un sur place en français. Je ne sais pas à quel point elle était préparée ou pas. En fait, on retrouve comme arrangeur Johnny Arte. Il y a écrit sur le disque, il y a écrit Pallavicini, Cutugno, Losito, donc je présume que c'est le côté italien. Attends, arrangement, play, J.play, direction... J.Arte. Johnny Arte, c'est ça? Ouais. Un Britannique. Ok. Et en fait, pour moi, ce que j'ai vraiment découvert avec ce morceau, c'est où ça a été enregistré, en fait. Ça a été enregistré dans des studios parisiens qui appartenaient à Bernard Estardi. Et en fait, inconnu. On est d'accord, jusque-là, c'est inconnu. Sauf que, si tu vas voir les studios, ils existent toujours. Et tu peux voir en fait le nombre de disques qui ont été enregistrés depuis les années 70 dans ces studios. C'est impressionnant en fait. Beaucoup les Claude François, Sardou. Le premier album de Paul Simon, il y a une partie qui est enregistrée
là, dans ses studios à Paris. D'accord. L'album, tu sais, où il est avec une espèce de parka kaki, un col en fourrure, voilà, c'est enregistré là. Et en fait, j'ai découvert, en fait, avec Pierre Dutour, toute une espèce de nébuleuse de musiciens, donc Bernard Estardi, Pierre Dutour, et puis des gens, en fait, qui sont des musiciens qui viennent du jazz et qui ont composé des musiques incroyables dans les années 70, des musiques de films, des musiques de électronique, de science-fiction. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on s'en mette quelques morceaux dans la playlist. D'accord. Dans la méga playlist. Dans la méga playlist, tu me diras lesquels. Bah, Bernard Estardi, en fait, son surnom, c'est le Baron. Et il a un disque qui s'appelle La Formule du Baron. Et dont je crois que le premier morceau doit s'appeler Monsieur Dutour. Donc c'est un hommage assumé à Pierre Dutour au niveau des trompettes. Ça m'a amené loin, hein, en fait. Oui, je vois ça. En fait, derrière le Je me pensais déjà tout avancé avec Pierre Dutour, de l'avoir trouvé, enfin, un musicien de Jodassin. Mais on n'a pas les noms des musiciens de studio. Non. Mais moi, ça m'a... Enfin, de toute façon, il y a toujours tout un côté des musiciens, soi-disant sérieux, du jazz et tout ça, mais qui gagnent leur vie aussi en contribuant à la musique populaire. Et en y ajoutant justement ce petit côté un peu plus... moins lisse. Moins lisse, c'est que justement, ce break en corde qui fait un peu le côté unique de cette chanson quand même. Bah ouais, Jodassin, il a enregistré là-bas cet album-là, le Costume Blanc. Il a enregistré aussi un album d'après qui s'appelle Les Jardins du Luxembourg. Oui. Qui est une sorte de concept album incroyable, avec le premier morceau qui dure 12 minutes, qui part dans tous les sens. Enfin, c'est quelque chose... Il se veut un peu plus sérieux, un peu partir dans des directions comme Gérard Manset, en fait, dans une sorte de musique un peu plus intellectualisée, un peu plus réfléchie. Et c'est pas ce qui correspond au goût de son public, donc je pense qu'il est un peu prisonnier de ça. Il n'y a pas Paris à l'heure de pointe là-dessus, oui. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle ? Je sais plus. Je crois qu'il y a un morceau qui s'appelle À toi. Ok. Le Jardin de Luxembourg, je connais. Il y a une version, oui. Et moi, voilà, au-delà en fait de cette couche de guimauve, il y a cette qualité des musiciens de studio. Tu as réussi à craquer la couche du guimauve dur. Oui. Et tu as regardé ce qui se cache derrière en cœur moelleux. Ouais, exactement. Et fondant. Non, t'entends en fait comment sont enregistrées les batteries. Oui. C'est... Et puis... Non, c'est... Non, mais après, j'ai rien contre la chanson en soi. Mais c'est pas ma préférée. Et pour moi, elle est juste un peu trop lisse parfois, à part du break en corde. Pour moi, en fait, elle peut tenir parce que c'est une sorte de blues métaphysique. Quelqu'un qui... Là, je dis plus rien, je te laisse parler. En fait, et si tu n'existais pas... Bienvenue sur France Culture, professeur Lefebvre de la Cité des Arts. On est dans une sorte de... Voilà, en fait, si la femme qu'il aime n'existait pas, il faudrait qu'il la crée. On est là-dedans, en fait. On est vraiment dans une espèce... On est dans une cosmogonie. Il faut qu'il la crée d'où, en fait, de sa côte. En fait, la femme qu'il aime, tu vois. Il est spirituel, du coup. Ouais. Et puis toujours ces références à la peinture, quand même. Dans l'été indien, il y a la référence aux aquarelles de Marie Laurencin, mais dans... Et si tu n'existais pas, en fait, il dit qu'il voudrait être peintre pour pouvoir, je sais plus, peindre. Dans la création. Ouais. Il dit naître les couleurs du jour. Ouais. Attends. J'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Donc il faut qu'il se met dans la création. Oui, ça c'est de la poésie. C'est de la poésie mineure, mais c'est de la poésie à notre échelle. À notre échelle de gens qui sifflotent les chansons dans la rue ou en travaillant. Bien, Daniel. Je trouve sur cette note-là, le blues métaphysique, on va donc peut-être passer à la conclusion. Oui.
Ça m'a fait vraiment du bien de me plonger dans la carrière de Jodassin. Mhm. Même si effectivement on peut friser l'indigestion parfois. On peut pas l'écouter, on peut pas écouter. Quand on a fait Prince, Oui. je pris mes casques, j'ai marché 1h30 et j'ai écouté Prince. Je peux pas faire ça avec Jodassin, ça n'est rien, c'est rien de méchant. Non. J'apprécie Jodassin autant que je l'ai apprécié avant et je le fais toujours, mais c'est un autre type de musique qui peut-être aussi fonctionne mieux à une fête ou en communauté que tout seul pour l'écouter, comme ça. Donc, vu qu'on arrive à la conclusion, Oui. vu qu'on arrive, je le rappelle tout de suite, on va sur l'île déserte, on a droit à 5 chansons. 5 au pluriel. 5 Pluriel, allez. chansons au chiffre. Chansons au chiffre. Ça va être dur. Mais bon. 5 d'ailleurs, c'est presque toujours au pluriel. C'est un chiffre multiple. Et on a le droit de prendre 5 chansons. On a décidé de recommencer une liste pour la saison 2. Donc jusque-là, on a de la place. Oui. Ça devient donc beaucoup plus intéressant quand on arrive au 6e épisode, parce que là, il va falloir virer éventuellement. Donc je rappelle les 2 chansons qui sont déjà sur notre liste. Donc de Prince, Maxime a choisi Paisley Park et moi When You Were Mine. De Nina Simone, Maxime a choisi Feeling Good et moi j'ai choisi Ain't Got No, I Got Life. Et il est donc le temps de réfléchir sur la chanson que tu vas choisir, Daniel, qui s'appellerait Marie-Jeanne. Je te le dis, c'est soit Marie-Jeanne, soit Dans la brume du matin. Punaise. Ah, je crois que je prends Dans la brume du matin. Ok. Et toi? Alors moi, je vais résister à mon envie de prendre Et si tu n'existais pas? Parce que si je me retrouve sur une île déserte et que mais justement, elle n'existe pas. La femme n'existe pas, là, j'aurais vraiment du temps pour la créer et pour inventer les couleurs du jour. Là, tu sur peux ma chanter palette. Vois que tu n'existes pas. Ouais. Après, ne te prive pas. Hein. Ne te prive pas du côté mélancolique de... Oui, je vais prendre Et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas? Parce que là, ça me fait beaucoup de musique, d'orchestration. Même si je prends Dans la brume du matin, pour moi, quand même, Marie-Jeanne, c'est la découverte aussi par rapport au thème. Mais bon, après, sur une île déserte, suicide et tout ça, il faut faire attention aussi sur ce qu'on mène. Oui. Est-ce que je peux finir sur quelque chose que je remarquais sur Jodassin qui est un peu exceptionnel? Il n'a pas enregistré un disque de Noël. D'accord. Et à cette époque, quand même, le disque de Noël des chanteurs Schlager en allemand, c'était une presque obligation. Il n'existe aucun passage obligé. Passage obligé pour un chanteur de ce type-là, des chansons populaires, de faire un disque Noël. Donc je l'ai vu à la télé faire des pot-pourris, des chansons de Noël avec d'autres acteurs sur TF1, etc. Donc j'ai vu ça sur Ina. Mais il n'a pas fait un disque de Noël. Pourquoi j'en parle, Maxime? Tiens, attends. Pourquoi, oui, on va réaliser un épisode spécial Noël. Oui, moins cadré que nos épisodes généraux, si c'est possible. Mais on s'est dit, on va librement enregistrer un mini-épisode Noël rapidement pour parler un peu des chansons de Noël. Oui. Pour se souhaiter un bon Noël, en fait. Exactement. Donc ça revient déjà la semaine prochaine. Mais là, on a parlé de Jodassin long et large et je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Oui. Merci, Maxime. Ciao. Bonne journée. Bonne journée. Ciao.